Si ton numéro sort, tu gagnes. T'as une chance sur 30 de gagner. Mais tu utilises le tirage qui passe à la télé? Ouais, je le détourne. Je fais ça pour survivre, j'ai 6 gosses, mon pote. Et comment tu gagnes de l'argent? J'ai l'argent de ceux qui n'ont pas gagné. Et il y a combien de numéros? 100. Et si personne ne gagne, je garde toute la thune. Todo bien? Si? Salut! Là, je vais te faire traverser en se faisant écraser. Au Panama, il y a un canal et des banques. Sur le canal passent plus de 203 millions de tonnes de marchandises en un an. Et dans les banques débarque une partie de l'argent sale provenant des activités illégales de tous les escrocs de la planète. En gros, on peut dire que ce pays a fait du transit de marchandises et d'argent sale son principal business. On en oublierait presque qu'il y a des Panaméens au Panama et que pour la plupart d'entre eux, les bénéfices tirés des banques et du canal ne vont pas dans leur poche. Moi, j'ai eu envie de m'arrêter dans ce pays pour rencontrer les habitants. Pas les banquiers, plutôt ceux qui travaillent. Ceux pour qui le système D est un moyen de survie, une manière de s'en sortir. Parfois même une philosophie. Dès qu'on me débrouille au Panama, c'est tout de suite. C'est de la colle? C'est une Du chicle. chewing-gum? Oui, il faut le retourner. Ah ouais? Fais voir? No J'y lo crois puedo pas. creer. T'as buenísimo. C'est excellent ton truc. Ils sont malins. Muchas gracias. Panama, le centre du continent américain. En toute modestie, les habitants de ce pays disent que c'est le cœur de l'univers. Et ils ont un peu raison. Le canal permet de relier les deux plus grands océans du monde et le pays fait la jonction entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. D'un côté, à l'ouest, c'est le Costa Rica, là où on fait du café. Et de l'autre, à l'est, c'est la Colombie, là où on fait du café aussi, mais en plus dangereux. Moi, je commence ma visite par l'endroit le plus tranquille qui soit, Chiriquí, une des 14 provinces du Panama. Salut. On est à Boquete, près du Costa Rica. Je viens de me réveiller, j'ai envie d'un café. Je vous amène voir Tito. Pour boire le café chez Tito, il faut prendre la route. Ses plantations sont sur les hauteurs de Boquete. 15 minutes suffisent pour monter à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer et accéder à son royaume. Ah, ahí va. Tito, il fait le meilleur café du Panama. Et au niveau de la fabrication du café, c'est le roi de la débrouille. Hola. Tito Vargas, fils et petit-fils de cueilleurs de café, autant dire que le travail, il connaît. Ces arbres de café, bon, c'est encore vert, donc la récolte aura lieu d'ici quelques mois. Sa maison, là où il fait la torréfaction. Torréfaction, ça se dit? Ouais. Il a construit cette maison et toutes les machines qui vont avec. Maintenant, il vend directement aux clients. Il est indépendant. Mieux que le commerce équitable, c'est le commerce de la débrouille. Hector! On commence par un café? On va le boire sans sucre. Sans sucre? Le bon café, ça se boit sans sucre. Alors, voyez,
Ces machines, tu les as entièrement conçues. Oui, j'ai récupéré les éléments, je les ai adaptés puis assemblés et ça a donné ma première machine. Chez Tito, les machines sont uniques au monde. Elles sortent de son esprit et de la décharge. Sébastien, tu peux me rendre un petit service? Regarde, mets de l'eau là-dedans. Ou ici? Donc ça, c'est pour séparer les fruits. Ahí gros, les petits, tout ça. Exacto. O sea, al momento de Cette étape nous permet de faire un classement en fonction de la taille des grains. Ça, c'est les grains de taille moyenne qui passent ici, et c'est les meilleurs. Une machine comme ça, neuve. Je veux dire qui sort de l'usine. Acheter neuve, combien ça coûte? Exactement comme celle-là, qui fait la même tâche. Bon, je dirais dans les 20 000 $. Tous les éléments qui composent cette machine sont recyclés. Comme c'est la première que j'ai conçue, j'ai dû faire de nombreux essais. Ces pièces-là, par exemple, je les ai récupérées dans la décharge. Il a fallu que je les répare. J'ai aussi dû tout souder ensemble. Ah, tiens, regarde ici. Tu peux voir les points de soudure. C'est ici que tu as ressoudé. Oui. Ça, c'est des trucs récupérés dans les chantiers. Et après, on met les grains là. Après la sélection, on met le grain ici pour qu'il sèche. Et il faut ensuite passer par une autre machine. Il faut enlever la peau. Oui, une autre peau qui les protège. Et comment tu l'enlèves? Avec une machine, je vais te la montrer. Celle-là, elle a été refaite de A à Z. C'était une broyeuse complètement foutue. Et là, j'ai dû inventer 2-3 trucs. J'ai associé avec des éléments de moteur de voiture. Et bon, j'ai eu de la chance. Ça a marché. Allez! Après cette étape, Tito pourrait déjà vendre sa récolte à des négociants. Mais son principal but était d'acquérir une indépendance totale. Il s'est donc aussi fabriqué un four rotatif pour torréfier lui-même son café. On la remplit bien. Une fois le grain bien grillé, ne reste plus qu'à l'emballer. On le laisse refroidir et c'est bon. Au début, j'ai fait le tour de toutes les banques et des différents organismes dans l'espoir qu'ils financent mes projets. Et ils n'ont pas voulu. Non, et la plupart d'entre eux m'ont dit que ce qu'ils finançaient le moins, c'était les plantations de café. Mais tu as fabriqué les machines parce que les banquiers ne t'aidaient pas. S'ils t'avaient aidé, tu aurais acheté des machines. Exact. Je crois que j'aurais fait cette erreur, ou cette folie. Maintenant, il y a des banquiers qui m'ont contacté pour me demander combien je voulais. Ils voulaient te prêter de l'argent. Oui. Ils sont vraiment incroyables. Je me demande pourquoi. Attends, moi je crois savoir pourquoi. Leur politique a toujours été de ne pas financer certains secteurs de l'économie. Je ne comprends pas pourquoi. Au bout de quelques années, cette politique change. Ça me donne en tout cas l'impression que les économistes s'étaient trompés. Je vais t'acheter du café pour en ramener en France. Je ne vends pas moins de 5 paquets. Eh ben, je vais t'en acheter 5. Ok, on y va. 30 $. Pas cher. Merci Tito. Merci pour tout, hein. Et surtout de ton accueil. J'amène l'orange, gratuit. L'orange, ça ne te coûte rien. Parfait, super. Merci. Je sais pas ce que je vais faire de l'orange. Bon. Comment je rentre, moi? Il faut dire que chez Tito, c'est un peu perdu dans la jungle. Et pour sortir de là, il faut être très, mais alors très malin. J'ai appelé un taxi. Allez. Direction Valle de Antón.
Par la route, il faut une petite nuit. C'est le dernier spot touristique à la mode. On est dans la cordillère des Andes, une zone un peu spéciale. On est au milieu d'un cratère de volcan. C'est doux, c'est vert, c'est beau et ça attire les touristes. Et plus les gens viennent, plus c'est sale. Heureusement, il y a un petit groupe de gens qui ramassent les canettes et les sacs en plastique et qui arrivent même à en faire quelque chose. Heureusement qu'il dort, le volcan. 6000 habitants qui vivent dans un volcan, autant vous dire que tout le monde se connaît. Ceux qui viennent ici pour la première fois ne passent pas inaperçus. Oh, c'est les Français! Gros avantage, ceux qui laissent traîner les sacs en plastique par terre seront vite repérés. Rendez-vous chez Justiniano, le plus gros stocker de déchets du village. Ah, c'est ça. Tout ça, c'est du plastique. Mais tu fais un sacré boulot pour l'environnement. Et l'ambiente. C'est un bienfait pour la nature, cet homme. Justiniano, son truc, c'est faire des petits sacs tressés avec des fils de sacs en plastique. Et c'est un tressage particulier? Ouais, c'est artisanal. Artisanal. Mais de cette région. Ouais, c'est les Indiens du volcan qui tressent comme ça. Regarde, je le fais avec un gabarit Ok. et je commence à tresser. Ça, c'est mes sacs en plastique. Tu les as rangés par couleur. Ouais, faut les préparer comme ça, puis l'accrocher. Ensuite, il faut les tourner. C'est une technique assez difficile parce qu'il faut aller très vite pour que ça chauffe. Tiempo. Y Ça chauffe, ouais, ça chauffe et ça assouplit le plastique. Et plus il chauffe, plus je peux l'agrandir. Un autre. Tu le tires bien et tu commences à le tourner comme ça. Ok. Así. Pero tengo que... Me fait transpirer. Et ça boule les doigts. Là, c'est pas évident du tout. Ah, donne-moi celui-là. Bueno. Je te laisse terminer le mien. Celui-là est plus ou moins fini, non? « 5 mètres de fil. C'était un sac en plastique de 30 cm. Il faut couper un peu ici, non? Oui, il faut couper. Mais avec ça, tu fais 2 mètres. Non? En fait, je suis jardinier. Ah, c'est pas ton vrai travail. Non, je suis jardinier. Et quand tu rentres du travail, tu fais ça. J'ai eu un accident. Un accident au travail. Je me suis cassé la jambe, celle-là. Et je suis resté 2 mois sans argent. Alors j'ai commencé à faire ça. Et ça a marché? Tout ce que j'avais, je l'ai vendu. Tout. Il y a une aide quand les gens ont un accident du travail? Une sorte de sécurité sociale? À mon travail? Non. Ils te donnent rien. Faut payer une assurance et j'ai pas les moyens. Avec l'aide d'Anna Isabelle, sa femme, Justiniano a même organisé la récup dans son village. Au fond du jardin, un stock de canettes vides qu'il pourra revendre. Les capsules, il les garde pour sa belle-sœur. Bienvenue rue de la Récup. Vous êtes en train de travailler? On travaille. Sébastien, merci de nous recevoir. On peut s'asseoir? Celle que j'ai ramassée, elle sert à rien? Elle est moche? Bien sûr qu'elle sert. Oui, je peux l'utiliser. Elles servent toutes. Mais c'est exactement ce qu'il me faut pour faire ça. Laetitia, la belle-sœur de Justiniano, elle a inventé le crochet sur capsule de canette.
Avant, on ramassait les canettes, on les ramassait toutes. Les canettes se revendent. Et moi, je restais avec ça. Et pourquoi ça ne se recycle pas, ça? On pourrait les recycler. C'est recyclable, mais personne ne les achète. Exactement. Je n'arrivais pas à les vendre. Alors j'ai eu l'idée de faire ces petits trucs. J'ai fait un premier sac qui est là-bas. Le petit sac rose. C'est le premier que tu as fabriqué? Le premier que j'ai fait. Fais voir. Mais il y a même des perles. C'est pour une poupée. Tu l'as fait pour ta petite fille? Sac, ceinture, bijoux, pour enfants, pour ados ou pour adultes, c'est toutes les capsules de Valle de Anton qui passent sous son crochet. Oh mais il y a de la thune là-dedans. C'est difficile à faire. Tu pourrais m'apprendre à faire des crochets? Tu accroches, tu tournes, tu ressors. Attends, non, je vais pas y arriver là. Je vais pas pouvoir. C'est compliqué, hein? C'est quand même pas facile. Vous avez compris quelque chose, vous? Vous savez comment on fait? Non. Là, Non. comme ça, et après, Ça s'enlève ici. et après je vais le chercher à nouveau. Là, je l'enlève. Oui. Et comment on l'enlève? Et c'est tout. Bon, ben, je vais l'apprendre à ma femme. Ici, on est dans un volcan. Il s'est jamais réveillé? Non, grâce à Dieu. Tout au fond du cratère, je vais rendre visite aux Kukuas, une ethnie indienne qui pratique le système D depuis la nuit des temps. Il y a un peu de moustiques. Hein. Leur credo, l'utilisation de tout ce que leur donne la forêt, un peu comme les sacs en plastique et les canettes, mais en plus bio. T'es prêt? Emilio, représentant de la communauté, il a prévu de m'emmener en excursion dans la jungle. Exact. On y va? On va dans la jungle. La selva qui est là. Grande marche à travers la forêt. Hein. Bah, c'est juste à côté. J'ai cru que j'allais marcher dans la jungle. Il n'y a pas de couleuvre? Ça, c'est l'arbre Kukua. Les Indiens Kukuas. De los indios Kukuas. Faut pas croire que je participe à la déforestation de la jungle. Et cet arbre, il était en train de disparaître? Exact. Et maintenant, on a nos plantations. Une qui a 1 an et demi et une plus haut qui a 5 ans. Et dans 2 ans, on pourra couper les arbres. Pendant 5 ans, on a fait des recherches pour savoir comment récupérer la graine pour pouvoir semer le kukua. Avant, personne ne savait le planter. Personne. Avant, on coupait à mi-hauteur, mais ça ne fonctionnait pas bien. C'était pas rentable du tout. Par exemple, si on coupait 2000 arbres, il n'y en avait que 100 qui repoussaient. Là, on va prendre l'intérieur de l'écorce. Voilà, on a sorti l'écorce de l'arbre. Et avec ça, ils font tout. Ça, c'est un travail que plus personne ne faisait. Les gens détestaient faire ça. Ils n'aimaient pas faire ça? Non, c'est un travail fastidieux qui nécessite de la patience. Et celui qui n'en a pas, il ne peut pas faire ça. Il préfère acheter des t-shirts. Exactement. Écoute, tu vas entendre la cumbia de notre région. Ami.
Bien régulier, hein. Ah ouais. Je suis en train de me faire un caleçon. Je peux le mettre à tremper? Un vrai bout de tissu, ouais. Super étrange. Celui qui est là, c'est de la toile sèche, prête à l'emploi. Tout le travail de transformation est fini. Maintenant, c'est du tissu. De la toile prête à être travaillée. Como si fuera tela. Et ça, c'est un service de table. Vers 1985, ces techniques étaient en train de mourir parce que les gens ne s'en souciaient pas. C'est à ce moment-là qu'est venu un spécialiste pour nous rééduquer, une sorte d'ethnologue. Il a réuni un groupe d'enfants et il leur a enseigné ces techniques. Tu faisais partie de ce groupe d'enfants? Oui, et on a pu réveiller ces traditions. Avec ces efforts qui ont été faits, parce que c'était vraiment un travail de longue haleine, on peut maintenant regarder le futur d'une autre manière. Et maintenant, grâce à ton reportage, ça va faire connaître notre travail et ça va lui donner plus d'importance. Tu me dois de l'argent alors? Et plus loin dans la montagne, il y en a d'autres qui surfent aussi sur la vague de la récup. On est à Santa Fe, un petit village dans les montagnes, dans la cordillère des Andes. Il y a une rivière et il y a William, un mec qui a trouvé une petite astuce pour descendre la rivière avec des chambres à air. C'est malin ça. Oh, pas William. C'est ici le jeu? Hola. Salut, ¿Cómo estás? Sébastien, la télé française. Marc, le caméraman. William, pour lui, le recyclage, c'est un jeu d'enfant. C'est venu comment l'idée de faire ça? C'est un truc qu'on faisait enfant avec mon frère, mais que pour nous. Comme on vit à côté de la rivière, on allait au village avec des chambres à air. Et après, je me suis dit que je pouvais l'adapter, en faire une sorte de jeu pour touristes. Il y en a qui louent bien des chevaux, des trucs comme ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? J'ai mis un panneau et voilà. Et du coup, t'as acheté ça? Ouais, mais neuf c'est trop cher, à peu près $40. Pour moi, c'est hors de prix. Alors je les achète d'occasion dans les garages à $10 et je les retape. Ou alors je les achète neuves, mais avec des défauts. Par exemple, regarde celle-là, elle est neuve, mais elle a un défaut là. Je suis prêt. J'ai mis des chaussures parce que ça fait mal les rochers. J'ai pris la plus grande. Je prends celle-là. Donc vous faites ça entre potes, vous venez chez William. Coûte $5. C'est 1 heure. C'est comme un manège en fait. C'était le manège quand il était petit. Ah la colita. Sur la gauche, c'est dangereux. On dirait pas une photo connue. ¿No te hace recordar una foto muy conocida? ¿No? No. Bueno. Ah merde. Ah, fait chier. Qu'est-ce
que tu fais? Où tu vas? Non, on retourne au travail là maintenant. J'y vais, patron. Direction la capitale, par le canal, la pompe Afrique du pays. Ici, pas de débrouille possible, chaque passage de marchandises est facturé au poids. Il y en a un qui est même passé à la nage, il a dû payer 38 cents. Je vais vous dire. En une année, les bénéfices de la Société du Canal de Panama s'élèvent à 2 milliards de dollars. Je dégage mon Bienvenue au Chorrillo, un des quartiers les plus pauvres de Panama City. Ici, il n'y a pas de banque, pas de commerce et pas de restaurant. Enfin, pas de restaurant, il n'y en avait pas jusqu'à ce que Doña Cecilia décide d'en faire un chez elle. L'avantage avec ces restaurants, c'est que maintenant les gens viennent de toute la ville, non pas pour acheter de la drogue comme ils le faisaient avant, mais pour manger. Doña Cecilia. Il y a 5 ans, elle vendait encore du poisson sur les marchés. Sur la main. Ah. T'es vraiment une mauviette. Regarde, Sébastien. Non mais moi je vais me marier avec toi. Non, moi je veux plus de mari. Sors-moi ça. Je le mets dans la paella qui est dehors. Suis-moi. Ay, mira. Oh. Ça, c'est ce qui donne la touche finale au poisson. Et comment t'as fait tout ça? Le four, dehors et la terrasse? Avec ma thune et mon travail. Une compagnie à qui je vendais du poulet m'a fait le four. Et la petite terrasse, c'est moi qui l'ai fait. J'ai du poisson aujourd'hui. Ah oui, le meilleur poisson du pays, c'est ici, au Chorrillo, chez Cecilia. Elle a sa clientèle exclusive. Tiens, regardez-moi cette assiette. La première vente, je me signe toujours. Viens, je vais te montrer un truc. Ça, c'est ma fille. Elle est diplômée. Elle vend du poisson. Celle-ci, elle est secrétaire. Elle travaille au ministère du Travail. Elle vend du poisson aussi. Par contre, je ne mets pas de photos de mes fils. Ça me rend trop triste. J'avais 3 garçons. Le premier a été renversé par un bus. Un autre a été assassiné en prison, il y a 6 mois. Il a été égorgé de là à là. Horrible. Et le dernier a été tué il y a 19 ans. Après l'invasion américaine, le 5 mars 1990. Et le mec qui lui a tiré dessus a été assassiné en face de chez moi. Le bon Dieu m'a donné la chance de voir ça. Bon, on va à la cuisine, les gambas n'attendent pas. Il faut mettre de la crème et servir les clients. Chez Cecilia, c'est la seule zone pacifiée du Chorrillo. Elle tient la rue avec sa paella et ses gambas. Venez, mes princes. Vous voulez être dedans ou dehors? Dedans. Chez les crocs. Merci beaucoup, Cecilia. L'important dans un restaurant, c'est la cuisine. C'est pas l'endroit où vous mangez. Maintenant, je peux me reposer.
Ah, que c'est bon d'être ici. À Panama, quand il fait chaud, c'est l'heure de la sieste. Pour moi, c'est l'heure du dessert. Des glaçons avec du sirop, une petite glace locale. Tarif pas local du tout. $1, mon pote. C'est pas $1, c'est 25 cents normalement. Tu nous fais le prix pour les touristes là. Celui-ci c'est un voleur, il faut rien lui acheter. J'ai quand même payé $1, mais pour ce prix-là, je me suis fait des nouveaux copains. Rodolfo, Juan Pablo et Tonio. Ils ne sont pas d'ici et ils cherchent des trucs bizarres. Vous savez pas où je peux trouver des bidons d'huile de cuisine qui traîneraient dans les poubelles? Vide? Non, des bidons avec de la vieille huile. Faut faire le tour, là-bas il y a des poubelles. Tu veux de l'huile de friture usagée? Ouais, mais ça serait cool que tu me l'offres. Sérieux, t'en as? Super cool, patron. Mira, mira. Allez. Buena onda, jefe. Qu'est-ce que j'aime cette odeur. Ça sent quoi? Ça sent la frite. Rodolfo, le seul mec au monde qui aime sentir la frite. Avec ces 2 bidons, on va pouvoir faire 500 km. Ça, c'est ta voiture. Parfait, mon pote. Et là, la couleur de l'huile, on peut dire qu'elle a été utilisée pour les fruits de mer. Je mets l'huile là-dedans, elle va par là, par là, par là, par là, par là, jusque là. Ah, excuse-moi. Et là, c'est un filtre qu'on va remplir. C'est un filtre neuf. Après, l'huile, elle va là-dedans. Et ça, c'est un récipient qui agit comme un chauffe-eau. Et l'huile bien chauffée, bien fluide, va rentrer dans le moteur. Et ça? Ça, c'est un collant de nana qui chope les morceaux de pommes de terre. On recycle même les collants. L'huile de friture, c'est le carburant de leur voiture. Partis du nord du Canada il y a 7 mois, ils rejoignent le sud du Chili. Un voyage écologique et idéaliste de 25 000 km. Leur but, sensibiliser les gens aux problèmes de l'environnement et développer l'éducation dans les communautés indiennes qu'ils croisent. Mais pour continuer leur périple, ils ont besoin d'argent. Alors ils ont trouvé une astuce. C'est ici que vit l'idole. L'idole de tous les Panaméens. Main de pierre, le champion des champions. Dans le coffre de la friteuse roulante, 10 paires de gants de boxe. Dans la maison, Roberto Duran, une légende. Pour vous faire un résumé, en fait, Duran, c'est le Maradona de la boxe. Une question, vous allez vendre les gants, mais pour votre pomme? À la fin des années 70, Roberto Duran a dominé la boxe mondiale. Son surnom, Main de pierre. Il faut qu'on puisse passer en Colombie, c'est le seul moyen de continuer le voyage. Et avec l'argent qu'on va se faire en vendant les gants que vous avez signés, on pourra aussi distribuer les fournitures scolaires. Ça c'est ok, parce qu'il y a des cons qui te demandent de ces trucs. Non, nous c'est pour aider. Parce que si c'est pour votre pomme, je vous facture la signature, moi. Je vous promets que c'est pas pour faire du commerce avec. Il y a aucun problème, je te fais confiance. Après, je vous tiendrai au courant de ce qu'on en a fait. Non, mais c'est bon, on s'est compris. Attention, attention, attention. Approchez-vous. Et tu vas les vendre combien, les gants, avec les autographes? Hier, on m'a dit que $150 une paire de gants avec la signature de Main de pierre, c'était une affaire. On peut démarrer. Bon, on va voir si la radio est d'accord pour les vendre à l'antenne. Le truc de Rodolfo, c'est de faire du bruit dans les médias.
Le soir, il fera même passer son message sur la télé nationale. On est dans le Kurundu, le quartier qui craint, alors celui-là le plus de plus. C'est le petit matin. Et là, c'est sûr que les bénéfices du canal et des banques n'arrivent pas jusque-là. Ils sont jamais vu le jour. On va aller voir Antonio. Il fait des poufs. C'est bon, ça va éclater de rire. Là-bas, faut jamais aller. Je suis interdit de séjour là-bas. Le Kurundu. En moyenne, 2 homicides par jour. On y va rarement avec une caméra. Antonio habite ici. Il a fait son atelier en famille et dans la rue. Buenas. Hola. Bonjour. Muy bien. Ça va? Bien. Más o menos. Hola. Salut. Sébastien. Dis bonjour, mon grand. Hola, Salut Antonio, comment ça va? Bien. Aquí nos Je m'assois sentamos. ici? Attends, je te mets un carton. Non, c'est bon. Non, mais tu vas te salir. Bon, bah merci. Il a plu? C'est mouillé? Je suis venu ici le matin parce que ça craint. Oh là, il y a la police. Il y a les flics qui arrivent là. Ils viennent au cas où, t'inquiète pas. Tu peux me montrer comment tu fais ces trucs? Je fais une marque sur la mousse, comme ça, pour la couper. Et après, je la mets au-dessus du seau. Des poufs. J'y crois pas. J'y crois pas. Des poufs. Et le clou doit être rouillé. Pourquoi? Parce qu'il s'accroche au plastique quand tu le cloues. Neuf, ça marche pas. Il sort, c'est trop lisse. Comment t'as commencé à faire ça? C'est un pote à moi qui les fabriquait. Non, moi je les lui vendais et après, en le regardant faire, j'ai repris son truc. Maintenant, je l'ai fait pour moi. Un bidon en plastique, de la mousse, du tissu, ça fait un pouf. Et ils se cassent des fois tes poufs? Ils peuvent s'abîmer ici, en bas. C'est le tissu. Le tissu s'use en frottant. Oui, ici. Des fois, je mets une protection, comme ça, il dure plus longtemps. Une protection comme ça? Mais c'est pas dans mon intérêt qu'il dure plus longtemps. Et ça se vend où, ça? Dans la rue. Les gens l'achètent pour chez eux. Donne-moi un sac en plastique. Bon, bah je vais t'accompagner. Oui, mais là-bas, il n'y a pas de policiers. Vaut mieux pas que tu viennes avec moi. Le mieux, c'est que tu restes ici. Je n'ai pas le choix, je laisse Antonio partir tout seul. Il lui faudra un quart d'heure pour vendre ses 2 poufs. Une petite bouteille d'eau avant de reprendre la route, et je tombe sur un jeu un peu spécial. Je fais la monnaie et je vais jouer. C'est une loterie? Ouais, le tirage est à 13h. À quelle heure? À 13h. Aujourd'hui? Et combien je peux gagner? $28 si le numéro que t'as joué sort. C'est la loterie nationale? Ouais, c'est le tirage qui passe à la télé à 13h. Tu joues sur les numéros officiels. Andrea, son truc, c'est de détourner le vrai tirage de la loterie nationale pour encaisser. Il suffit d'avoir parié sur un des 6 numéros gagnants. Si ton numéro sort, tu gagnes. T'as une chance sur 30 de gagner. Mais tu utilises le tirage qui passe à la télé? Ouais, je le détourne. Je fais ça pour survivre. J'ai 6 gosses, mon pote. Et comment tu gagnes de l'argent? J'ai l'argent de ceux qui n'ont pas gagné. Et il y a combien de numéros? 100. Et si personne ne gagne, je garde toute la thune. C'est la loterie des sorcières.
Qu'en fait, elle pirate la loterie nationale. Une bonne idée. C'est pas très légal, mais au Kurundu, il faut savoir vivre au jour le jour. Direction le sud, par la Panaméricaine, vers la frontière colombienne, histoire de changer de rythme. Attends, te fâche pas. Te fâche pas. Il est plein de puces. Allez, on va te sauver, toi. Allez, retourne dans ton arbre, là. Attends. Il va se débrouiller? Ouais. Allez, go. Tu crois que je l'ai mis du bon côté de la route? J'arrive à Yavisa et en voiture, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, c'est ici que s'arrête la Panaméricaine. De l'autre côté, à 35 km, c'est la Colombie. C'est la jungle, les paramilitaires, les FARC, la guerre. Ça chauffe en ce moment. Et là où personne ne va, et le Chino va vendre des billets de loterie nationale en pirogue. C'est où que ça se passe? Là où il y a les sièges. Et le Chino, le chinois, c'est son surnom. Pour gagner sa vie, il livre la vraie loterie nationale, même si vous habitez à 3 heures de pirogue dans un endroit dangereux. Il n'y a pas un endroit au monde où El Chino ne peut pas faire de commerce. Je viens ici tous les mercredis et tous les dimanches, les jours du tirage. Et comment tu récupères les billets de la loterie? Ils te les envoient, tu vas les chercher? C'est une tante à moi qui les achète au siège de la loterie nationale, à la capitale, et elle les met dans un bus. Elle met un sac dans un bus? Exactement. Et le chauffeur me l'apporte chez moi, ou dans le restaurant de ma mère. T'es le seul à vendre ça dans la région? T'as pas quelqu'un qui te fait de la concurrence? Ici? Ouais, je suis le seul. Et si quelqu'un essayait de vendre? Je suis même pas sûr qu'il rigole. Il ne plaisante pas avec son monopole, mais ici tout le monde l'adore. Le village s'appelle El Real, et le moins qu'on puisse dire, c'est que même loin de tout, les gens aiment parier. Ça tombe bien, le chinois aime bien vendre. Et c'est pas un hôpital et ses blessés de guerre qui vont l'arrêter. Tu vends même aux malades. C'est lui qui s'occupe aussi de ramener l'argent aux gagnants du tirage précédent. Rosa, t'avais demandé combien de tickets, toi? 12. 75, 80. Vous avez déjà gagné, madame? Non, c'est lui qui gagne de l'argent. Il en gagne en nous vendant ça. Mais tu gagnes combien, toi? Il gagne 5 $. Je gagne que dalle. Je deviens fou. Finalement, il n'y a que Madame Loterie qui gagne.
C'est elle qui gagne. Nous, on perd tout. C'est lourd. Il y a quoi dans ce sac? Des vêtements. De l'air. De l'air. Tiens. Une chaleur. C'était bien la vente? Bien. 400 $. Direction Colonne, à l'entrée du canal, côté Caraïbes. Et ça ressemble à tout, sauf à une carte postale. C'est la zone. On dirait pas que c'est les Caraïbes. La deuxième ville du pays, littéralement abandonnée par les pouvoirs publics. Mais les gens quand même, ils pensent à se faire beau et à porter des bijoux, surtout dans la bouche. On va aller voir Foulo. Il fait des dents en or. Foulo, bijoutier dentaire. Tous ces outils sont là, à Foulo. Comment t'as appris à faire ça? Comment t'as appris? Comment? Ben en me sortant les doigts du cul, mon pote. Juste ça? Ben ouais. En fait, ici, les gens adorent les dents en or. Et il a fallu que j'apprenne sur le tas. Normalement, on incruste l'or dans les dents. Moi, c'est un autre style. Pour pas que les dents se déplacent. Parce que si tu déformes les dents, elles se fragilisent. Avec ma méthode, t'as pas besoin de te limer les dents. Et mes bijoux, tu peux les enlever quand tu veux. Tes dents seront toujours intactes. T'as compris? Et tu récupères tout ce qui tombe? Bien sûr, mon pote. C'est de l'or. Je te laisse pas traîner. C'est de l'or. Je vais quand même pas le laisser par terre. Et l'or se jette pas. Tu pourrais me faire celle-ci? Celle de devant, là. Celle du côté droit, hein. Tu veux que je me lave les dents pour pas salir tes mains? Non. Tu veux que je me lave les mains? Non, ça va. J'ai les dents si sales que ses mains. On dirait que le gouvernement a abandonné la ville. Le ghetto, c'est le ghetto, mon pote. Il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas d'une bonne manière, alors c'est d'une mauvaise manière. Et ici, il y a beaucoup de gens qui veulent des trucs facilement. Tout peut pas être facile dans la vie. C'est comme ça. Ici, la plupart des gens vivent du mauvais côté de la barrière, tu vois. Après, il faut pas faire... Oh, ça fait bizarre quand tu parles. Il faut pas que je serre les dents? Non, pas pour l'instant, non. C'est pour ça que je parle comme si on m'avait donné un coup de poing. Ouais, comme si main de pierre t'avait collé une droite, mon pote. Comment c'est tard, le... Bueno, muchas gracias. On est content, on a des dents en or, mais ici, vaut mieux pas sourire quand t'as une banque dans la bouche. Bon bah on retourne à Panama. Parce que ici, ça craint, on s'est fait repérer, il faut rentrer très vite. C'est la guerre. C'est la ville la plus dangereuse de Panama. Un petit coup de canal pour rentrer à la capitale. 300 $ la croisière touristique, 4 $ par kilomètre. Ça fait un peu cher.
J'allais pas venir à Panama sans faire la fête. J'ai encore changé de t-shirt. Et l'avantage, c'est qu'ici, ils la font partout, même sur la route. Ça, c'est ma boîte de nuit ambulante. Voilà. C'est la Chiva Pachanguera. On a acheté un bus normal, on l'a coupé, on a fait des nouvelles portes, on l'a décoré, on a agrandi les fenêtres, on a enlevé les sièges et on a fait une piste de danse. Avec une barre métallique. Oui, il y a une barre pour s'accrocher et danser sans tomber. Avant, on travaillait en récupérant les gens dans la rue, vers les hôtels, au centre-ville. Mais ce n'était pas rentable. Maintenant, on est assez connus pour travailler avec des groupes et des réservations. Et comme ça, les gens se connaissent. Oui, c'est plus sympa. Il n'y a pas de mec lourdeau qui vient emmerder les filles. Non, rien de tout ça. On va danser. C'est la première fois que je mets de l'essence dans une sono. Je vais aller retrouver mes copains. À tout de suite.